ألقي محاضراتي وتدخلاتي باللغة العربية بالمغرب، ولكن لظروف تنظيمية طلب مني أن تكون هذه المحاضرة باللغة الفرنسية. Je suis un arabophone de formation et un francophone de déformation, comme j'aime le dire souvent. Aussi, le bonheur est double d'être ici, dans une ville où je venais dans les années, au début des années 2000, comme critique de cinéma à l'époque, avec les amis de l'association que j'ai fondée avec d'autres critiques de cinéma, l'association des critiques de cinéma. Et depuis, je me suis détaché du cinéma pour accompagner le processus de production et de création artistique. L'image nous permet d'aller au-delà de tous les types d'images et d'imaginaire. Elle traverse la production cinématographique, la peinture, le dessin, la vidéo, l'image numérique. Et c'est ce qui m'a permis de poser la question: comment l'image peut-elle éduquer? Et implicitement, peut-on parler d'image sans parler d'imagination et d'imaginaire? Je ne suis pas un éducateur spécialisé dans ce domaine, mais ces quelques réflexions que je vais émettre ce matin nous permettront tous de comprendre que la réflexion sur l'image nous permet, ou plutôt disons qu'elle est indispensable pour qu'on puisse travailler avec l'image. En 1991, nous avions organisé un colloque sur l'image, pédagogie et éducation, le cas de la bande dessinée, à la faculté des lettres de Meknès, en présence d'éminents dessinateurs et illustrateurs français. Cet événement augurait déjà de l'importance de l'image et de ses usages possibles, ainsi que de l'intérêt des chercheurs marocains pour l'image, qui devint depuis ce temps-là un des composants essentiels de notre quotidien. C'est dire combien nous étions dès ce temps-là éveillés aux nouvelles questions de l'image, proscrites dans notre tradition, et bien sûr, nous étions à l'époque, et à travers cette réflexion, dans un processus de compréhension de l'image. Depuis, en 3 décennies, nous vivons une évolution vertigineuse du monde des images. L'image n'est plus simplement un dispositif de notre univers visuel et sensible. Elle est devenue progressivement l'un des vecteurs principaux de notre univers et de notre quotidien. De l'analogique au virtuel et au-delà, en passant par le cathodique, l'image ne cesse d'envelopper notre quotidien. L'écran se transforme en notre petit monde portatif, l'écran de nos secrets, le médium de notre communication. Par-ci, par-là, le monde virtuel s'érige en référence absolue, alimente les discussions, fabrique l'information et invente les influenceurs et leurs semblables, les intellectuels des temps cybernétiques. Pourtant, cette vie dans l'image, cet écran qui semble faire écran au réel, qui nous réinvente inlassablement à notre insu, a une grande vertu, celle de nous offrir de nouvelles modalités d'être et d'agir, de penser et de communiquer. Comment penser l'image?
afin de délimiter le pouvoir de l'image, il est impératif de reposer la question. Qu'est-ce que l'image? L'étymologie du mot, tant en grec, en latin qu'en arabe, atteste de son caractère complexe et ambigu. Nous ne pouvons en effet poser la question de l'image que dans ce contexte d'ambiguïté et de complexité. L'image est dans le même mouvement mimétique, représentative et réaliste, productive de l'invisible ou du non-vu. De la présence à l'absence, elle semble avoir une magie et des pouvoirs que les mots peinent parfois à atteindre. D'où la question épineuse de sa vérité. Pourtant, la croyance en l'image s'amplifie de plus en plus et prend des dimensions parfois disproportionnées. Rappelons ici que la réception d'image n'est pas communication. Tout est dit dans la projection que nous inscrivons mentalement sur l'image comme sur autrui, sur sa peau, sur ses mots, sur son moi-peau, comme dirait Steven Bernas. Il suffit pour s'en rendre compte de voir comment la peinture et la carte postale coloniale a modulé l'image de l'autre pour créer un imaginaire aussi cruel que l'acte de colonisation lui-même. La culture de l'image, qui semble dominer actuellement tous les domaines, module inlassablement l'image, module inlassablement l'imaginaire aussi, et les récepteurs avec, au point de créer une addiction à ces typologies nouvelles et à ces mécanismes de domination. Nous ne regardons plus les images. Nous sommes devenus les éléments virtuels qui vivent dans et par une identification viscérale à ces dispositifs. Afin de comprendre l'image, il est impératif intellectuellement d'œuvrer pour une libération suffisante du regard du processus de déréalisation inhérent à la visibilité totale et totalitaire qui semble nous envelopper dans notre quotidien. Nous ne pouvons saisir l'essence de l'image par ses attributs. Cependant, l'image semble déterminer notre rapport avec nous-mêmes autant qu'avec les autres. L'image visuelle, comme l'image mentale, crée un imaginaire dont l'articulation semble être la présentification de l'absence. Dans l'interaction humaine, l'image visuelle se traduit en un effet mental et vice-versa, d'où sa richesse et le surplus de sens qu'elle produit. Cependant, comme l'image n'a ni essence ni vérité, elle est sujette à la manipulation, et on en a parlé hier, elle est sujette à la manipulation comme au mauvais usage, pour des fins d'ordre politique, narcissique ou idéologique. En effet, la rupture esthétique en matière de fabrique de l'image, qui engendre l'image violente, par exemple, coïncide avec les métamorphoses qui affectent la violence dans nos sociétés. Cependant, l'accroissement des films d'horreur ou violents nécessite-t-il un état de censure, par exemple? Baudrillard, que vous connaissez tous, a pressenti l'image immersive lorsqu'il évoque la publicité dans son article « Langage de masse ». Ce langage, écrit-il, change totalement les fondements traditionnels du vrai et du faux. On ne peut pas parler de véracité ou de fausseté de l'image a priori, mais dans l'usage et de ce qu'on projette nous dans les images. Ce langage, écrit-il, change totalement les fondements traditionnels du faux et du vrai, car il ne vit pas de réalité objective. Il vit de codes et de modèles. Fin de citation. Il n'a plus d'objet, il n'y a que des événements. L'image se transforme en événement. Événements construits comme tels sur la base de l'élimination de leurs caractéristiques objectives. Il s'agit d'un changement de paradigme. On passe d'un système d'image à un autre.
Par exemple, la virtual reality marque une rupture technologique comme la télévision ou l'Internet l'ont fait. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est une technologie utilisée au service de l'information. Bien des médias dénoncent les reportages et web documentaires en VR, c'est-à-dire en réalité virtuelle, comme des simulacres du réel, des paysages illusoires pour une information mensongère. Et on en a parlé hier. Le virtuel est ainsi confondu au réel. Faut-il entendre par là que l'image virtuelle conduit à une déréalisation du monde? Pour répondre à cette question, je vais revisiter ce que j'appelle l'œil de Régis Debray. Et ceux qui le savent, j'ai traduit il y a une vingtaine d'années l'ouvrage essentiel sur l'image de Régis Debray. Je l'avais invité aussi à donner des conférences au Maroc, Vie et mort de l'image, qui est devenue une référence dans sa version arabe, une référence dans le domaine de la réflexion et de la réception et de l'étude de l'image. Je me permets ici de me référer à la vision de Régis Debray à l'image, non parce qu'elle représente le meilleur point de vue défendable à ce sujet, et à bien d'autres, mais simplement parce que je considère que ce qu'il a écrit sur l'image, notamment le livre dont je viens de parler, garde toujours son actualité et que ses considérations philosophiques et anthropologiques sur l'image du passé et celle de l'avenir sont d'une pertinence qui nous invite à une réflexion profonde sur le sujet de notre rencontre. L'image, selon Debray, nous fait penser. C'est-à-dire, elle nous pose la question de penser l'image. D'où, évidemment, son efficacité dans la transmission. Mais paradoxalement, elle ne peut se penser elle-même. C'est là que réside la différence avec le langage. Le langage, اللغة تفكر نفسها بنفسها والصورة تفكر لا تفكر نفسها بنفسها وإنما بشيء من خارجها أي اللغة. C'est à travers le langage qu'on peut penser et saisir l'essence de l'image. Si essence il y a bien sûr. Ce manque que l'image porte en elle-même dans son essence vient du fait qu'elle ignore, par exemple, l'énoncé négatif. Je peux dire un arbre est un non-arbre. Je peux parler de l'arbre et du négatif de l'arbre. Mais en image, il n'y a que l'arbre. Elle ignore, l'image aussi ignore l'universel, les catégories. Par exemple, le droit, la notion de droit, la notion de bonheur, la notion de toutes les valeurs ne peuvent être exprimées directement par l'image. L'universel ou les universaux sont des catégories mentales. L'image ignore aussi l'impersonnel. On ne peut pas dire on par une image, puisque tout ce qui est abstrait ne peut pas passer par l'image. Elle ignore les opérateurs syntaxiques de la disjonction. Je ne peux pas dire ou bien, et de l'hypothèse. Je ne peux pas dire si j'étais, j'aurais fait. Elle ignore aussi la relation cause à effet. Donc, ces déficits inhérents à l'image, s'ils disqualifient l'image par rapport au langage, ils lui confèrent quand même quelque chose que le langage ne possède pas. C'est que le langage ne s'adresse pas au regard et au sens, alors que l'image s'adresse à nos affects. Au-delà donc d'une médiologie, Régis Debray a appelé à une médiologie qui n'a pas eu le succès qui s'attendait à ce concept. Donc au-delà d'une médiologie tombée malencontreusement dans l'oubli,
Nous retiendrons ici surtout les considérations qu'il émet à la fin du livre sur ce qu'il appelle l'ordre nouveau des images. Tout d'abord, le politique de l'image qui corrobore le nouvel ordre mondial et redessine les fractures qui le reconstituent. Il écrit « La nouvelle écologie de l'image ouvre sans doute le champ de vision de tout un chacun, mais rend plus problématique le dialogue des cultures. En élargissant plus que jamais le fossé entre riches et pauvres. Un pays pauvre peut avoir de bons poètes, de bons romanciers, et même un bon journal. Il ne peut avoir une bonne télévision. Et encore moins un cinéma compétitif. Tagore et Gide pouvaient s'entretenir d'égal à égal, comme Mishima et Yourcenar. Mais non Spielberg et Idrissa Ouedraogo. Ou CNN avec une télévision marocaine. 9 personnes sur 10 regardent la vie à travers les images que leur fournissent d'eux-mêmes Hollywood par exemple. Cette involontaire asymétrie des regards suscite une certaine cécité, une cécité collective dans le club assez fermé des metteurs en images du monde culturel. Voilà la fracture que produit l'image par rapport au langage. Cet état des choses ne s'applique-t-il pas également à l'école? Nous posons la question. Et éventuellement à l'enseignement en général, même dans les universités. Si les images sont accessibles à tout le monde, contrairement au Babel des langues, la langue demeure notre lieu de passage privilégié au visible, aux profondeurs du temps. L'image se joue dans un présent instantané du visible, lequel crée une équation que l'ère du visible et du visuel brandit tel un drapeau. Le visible est le réel. Tel est le postulat de l'image. Le visible est le réel, qui à son tour est le vrai. Or, il s'agit d'une ontologie fantasmatique qui justement empêche de voir et d'imaginer et transforme la médiatisation en immédiateté. Voilà ce que produit l'image. La fracture visuelle, si j'ose dire, a ici une propension vers un totalitarisme visuel qui annihile ou du moins réduit l'imagination à un travail subsidiaire de l'humain. Aujourd'hui, écrit toujours Régis Debray, aujourd'hui la lutte pour l'imagination passe par la lutte contre le tout à l'image, c'est-à-dire contre ce totalitarisme de l'image. On ne sauvera notre droit à l'infini sans limiter les droits du visuel à authentifier à lui seul n'importe quel discours. En voyant moins, comme disait Rousseau, en voyant moins, on imaginera plus. Fin de citation. Donc, qui dit droit à l'imagination dit donc droit à l'invisible, à cette ouverture symbolique que le langage et les formes de l'imagination permettent. Autrement, nous vivrons dans un tsunami des images, une certaine cécité symbolique. Trop d'images rend aveugle. C'est ça le principe qu'émettait Régis Debray à la fin des années 90. Deuxième point, devant l'image, quelle sera notre attitude? Devant l'image, le récepteur adopte deux attitudes. La reconnaissance qui mobilise les sens et la remémoration qui sous-tend ce que un théoricien de l'image appelle la pensée visuelle. Il s'agit de deux fonctions inséparables qui régissent le statut de toute image. La fonction représentative et la fonction symbolique. Il y a quelqu'un qui en a parlé hier. Si la première fonction appelle une compréhension de l'image, la seconde est plutôt relative à son usage
bien que les deux fonctions s'interpénètrent souvent. D'où la distinction qu'on peut introduire, et cette distinction est très importante, entre le visuel, entre le visible, le visuel et le virtuel. Le visible est ce qu'on voit comme structure symbolique existante. Un arbre, une peinture, etc. Le visuel est tributaire de notre regard. C'est-à-dire, c'est nous qui interprétons ce que nous voyons. Alors que le visuel est tributaire de notre regard. Et donc, dans le visuel, le visible est transformé par l'image. Il est transformé en événement. En événement transcendant sa visibilité. Comme c'est le cas, par exemple, dans le cinéma, dans l'œuvre d'art, etc. Le regard transforme l'image dans sa visualité en une mémoire virtuelle. La force du virtuel consiste à nous dessaisir des conditions habituellement adoptées dans la connaissance visible, normale, que nous vivons. Si cela concerne l'art, cela veut dire que l'image nous propose un non-savoir que notre regard transforme en savoir et en pensée. Le visuel crée une fracture avec le visible, et le virtuel crée une fracture avec le visible, et le visuel retransforme ou transforme de nouveau le visible. L'image virtuelle accentue donc cet aspect, d'autant plus que le virtuel possède une pleine réalité en tant que virtuel, comme le disait si bien Gilles Deleuze. Ce qui met en question la peur de Baudrillard, peur assez connue, d'une déréalisation générale causée par l'image. L'image virtuelle n'a que peu d'affinité avec le faux ou l'illusoire. Car cette image, car le virtuel est un mode d'être particulier de l'image. C'est-à-dire un processus, comme le dit si bien Georges Didier Burman, c'est-à-dire un processus de transformation d'un mode d'être en un autre. C'est ça la différence entre le visuel. Le visuel est une transformation du visible, alors que le visuel est un passage d'un mode d'être de l'image à un autre monde. Aussi, la virtualisation, ce qu'on appelle la virtualisation, consiste en un passage de l'actuel, le moment où on est, l'ici et le maintenant, au virtuel, qui n'est absolument pas une déréalisation, mais une transposition, un déplacement, une mutation d'identité. Dans le virtuel, il y a toujours du réel, ou c'est ce qu'on appelle aussi en ce moment les réalités nouvelles. Déjà en 1992, Régis Debray posait cette question que les 2 dernières décennies ont réellement mise en exergue. Va-t-on vivre par écran interposé? Au-delà de toute crainte, la crainte d'autres philosophes, il croit en ce pouvoir de l'image et de la technique à réinventer la vie sans pour autant faire barrage au naturel, c'est-à-dire au quotidien. Les réalités virtuelles que ces nouvelles technologies nous offrent actuellement, avec plus de diversité et de puissance, nous invitent à les questionner avec une conscience nouvelle. Il écrit, le mode d'emploi des réalités nouvelles, de toute façon, ce sera à nous de l'inventer. Je crois que, sincèrement, que Régis Debray était le premier philosophe à poser la question de la réflexion sur l'image. C'est pour ça que je me réfère à son regard, à ce que j'ai appelé l'œil de Régis Debray. Donc ce pouvoir ces réalités virtuelles que cette technologie nouvelle nous offre actuellement sont à penser, à repenser, à comprendre, à comme trait d'union prendre.
Les possibles donc qu'offrent ces techniques de l'image et du monde digital et virtuel ne tuent pas l'écrit. La question a aussi été posée, quel rapport entre le livre et l'image? Elle ne tue pas l'écrit, il lui offre plutôt une nouvelle vie. L'image devient ainsi un moyen d'archivation et de mobilité du livre. Les images de synthèse déconstruisent la dualité du vrai et du faux. Elles proposent une nouvelle réalité et nous voilà dans une transition que nous vivons et que nous sommes invités à penser et repenser. Le troisième point dont je vais parler, c'est ce que j'appelle les médiations de l'image. Enseignant, quand j'étais enseignant, je travaillais sur l'image et j'en faisais l'objet de mes recherches. Mais, comme je vous l'ai dit tout au début, je ne peux prétendre être un éducateur par l'image. Cependant, je peux affirmer que les quelques initiatives que plusieurs formateurs, et ici je rends hommage à une expérience qui a été entreprise depuis les années 90 dans les universités, dans les écoles, dans d'autres lieux. Ces initiatives donc ont eu un certain impact sur l'intérêt croissant aux questions de l'image et des arts de l'image. En voici quelques-unes. Quand j'étais enseignant à Meknès, hormis le colloque dont j'ai parlé au début de cette intervention, j'ai eu l'idée d'introduire dans l'enceinte de l'université cet amour que je portais à l'image sous forme de 3 activités para-universitaires. La première en 87, en co-organisant une exposition rencontre sur les arts plastiques, à laquelle avaient participé Qassimier, Hariri et bien d'autres créateurs connus de l'époque. La seconde, en invitant parallèlement au Festival national du film en 91 à Meknès, 3 réalisateurs pour un débat direct que j'ai moi-même animé à la fac. Et la troisième, en invitant le réalisateur de Coiffeur Halaq al-Fuqara, Mohamed Rekab, que Dieu ait son âme, quelque temps avant sa mort, a dispensé aux étudiants une formation de 2 semaines sur les techniques du cinéma. En parlant de ces initiatives, il y en a d'autres. Il y en avait d'autres à Casablanca. Il y avait aussi tout ce qui se faisait à l'époque dans les ciné-clubs, etc. Sans parler d'une participation à un manuel scolaire en 2005 sur l'éducation artistique, Tarbiya Tchkilia. De telles initiatives s'accompagnaient implicitement par la revendication à l'époque d'introduire dans les universités marocaines et dans les écoles marocaines de l'enseignement de disciplines relatives aux arts visuels, cinéma, arts plastiques, etc. Or, nous voici, en ce moment, 3 décennies plus tard, en train de poser et de reposer la même question et les mêmes questions. C'est des questions qui sont restées en suspens dans un contexte où les réalités de l'image et de notre rapport aux images a subi de profondes mutations à un rythme qui dépasse de loin nos prévisions. Nous reposons les mêmes questions depuis les années 90, alors que le monde des images a subi des transformations, je dirais, qui commencent un peu à nous terrifier. Si la question était d'actualité il y a quelques décennies, elle semble devenir de nos jours une nécessité. Une nécessité et un mode de vie et de pensée. Nous vivons avec l'image. Actuellement, nous vivons par l'image. Actuellement, nous vivons aussi dans l'image. Ce passage du vivre avec l'image au vivre dans l'image est à penser et à poser comme question, non pas simplement une question de pensée, mais comme question ontologique, si vous voulez, comme question d'existence. Dans ce contexte, quelle est la tâche de l'éducateur? Elle ne peut être tout simplement de travailler avec les apprenants par ce médium qui est l'image. Mais ce que je propose, c'est de commencer par éduquer à l'image. Nous qui sommes des formateurs et des enseignants,
si nous ne sommes pas éduqués à l'image et à ses usages, on ne peut pas transmettre ni à l'apprenant, ni à nous, à ceux qui nous entourent, une certaine conscience ou une certaine pensée de l'image. Éduquer à l'image, et puis, comme phase ultérieure, éduquer par l'image, afin de multiplier les possibilités de l'acte d'apprentissage. Mais pour se libérer de ces pouvoirs de l'image, de ces ambiguïtés de l'image, pour comprendre l'image, pour essayer de la cerner, il faudrait passer à l'éducation, à éduquer à la création par l'image. Cette triple démarche nous révèle la complexité qu'oppose l'usage des images, dans la construction d'une pédagogie de l'image. Il faut créer ou construire une pédagogie de l'image pour passer à une didactique de l'image. La pédagogie de l'image est le fruit, pour moi, si vous voulez, comme proposition, est le fruit d'une réflexion sur l'image, sur la nature de l'image, sur les natures de l'image, sur les images, et non pas simplement l'image, sur l'usage des images. Donc, il s'agit d'un processus qui commence dès notre bas âge. Dès notre bas âge. Donc, nous venons, en tant que personne, en tant que formateur ou professeur ou éducateur, nous venons à ce monde par une imagination personnelle, c'est-à-dire par un apport personnel, par un bagage aussi, par une mémoire, par une expérience avec l'image, qu'il faut exploiter et transformer en conscience de l'image ou en une pensée visuelle. Et comme, si vous voulez, c'est triple, je ne vais pas m'étendre sinon sur cette question, passer par l'élaboration d'une pensée de l'image, être éduqué soi-même par l'image, nous permet évidemment, si vous voulez, d'élaborer une pédagogie de l'image, et donc des didactiques de l'image, et non pas une seule didactique de l'image. Voilà, je vous remercie.